des biomarqueurs qui ont montré effectivement un profil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien les biomarqueurs du LCR, donc ce sont des protéines qui sont dosées donc, dans le liquide céphalorachidien. La diminution de la bêta-42, ça reflète la présence des dépôts amyloïdes de la maladie d'Alzheimer, et l'augmentation de tau et de phospho-tau, la présence d'une neurodégénérescence fibrillaire. Alors c'est pas spécifique de la DNF, mais c'est présent. Donc un profil avec diminution de la bêta, augmentation de taux et phospho-taux, c'est le profil des biomarqueurs qui donne une information physiopathologique sur la présence des lésions de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Tiens, vas-y. Alors, un troisième point qu'on voulait souligner, c'est le fait que cette imagerie hybride nous permet d'analyser de façon vraiment optimale des petites structures auxquelles on ne faisait peut-être pas forcément attention lorsqu'on analysait les choses de façon séparée. Et donc on va vous le montrer à travers deux exemples. Donc le premier, c'est un patient de 54 ans qui vient pour des troubles de mémoire qui sont au premier plan, qui s'aggravent depuis 1 an. Alors il y avait un épisode confusionnel au début, mais il y a vraiment une aggravation progressive. Il est peu atteint, il a un MMS qui est peu abaissé, il a un trouble amnésique de type hippocampique, donc comme une maladie d'Alzheimer, mais avec des fluctuations et avec des intrusions, c'est-à-dire que parfois il y a des mots un peu hors contexte qui apparaissent, avec des petits éléments de désorientation et des éléments frontaux dysexécutifs. Donc c'est pas totalement typique pour une maladie d'Alzheimer, et il a eu des biomarqueurs du LCR, mais qui n'étaient pas contributifs, parce qu'il y avait à la fois une baisse de la bêta, ce qui se voit dans la maladie d'Alzheimer, mais une baisse de la protéine d'eau phosphorylée, ce qui est plus inhabituel. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des arguments pour une maladie d'Alzheimer ou pas? Et sur donc l'imagerie PET-IRM, sur l'imagerie, l'aspect morphologique, il n'y a vraiment rien du tout. Les hippocampes sont parfaitement normaux, il n'y a pas d'atrophie, il n'y a aucune lésion vasculaire, il n'y a pas de lésion microhémorragique. Pour nous, c'est un examen qui est dans les limites de la normale pour l'âge, à ce point. Et puis, sur le TEP-FDG, on notait quand même qu'il y avait un hypométabolisme des structures hippocampiques. Alors, je vous ai mis en fait une image normale pour mieux vous aider à repérer les choses. Donc on distingue très très bien les hippocampes avec la TEP-IRM, avec l'image de fusion, donc, qui sont ici. Et là, en fait, on ne les voyait pas bien. On avait un hypométabolisme modéré, bilatéral et assez symétrique. Alors, pour être honnête, quand j'ai ce genre d'aspect, je me demande toujours si ce n'est pas un problème de correction d'atténuation, quand c'est très symétrique sur ces petites structures profondes. Et puis, ça nous a aussi interpellés. Donc, en fait, ce jour-là, j'étais devant la console avec Anne, et ça nous a interpellés parce qu'il n'y avait pas du tout d'atrophie chez ce patient, ni d'anomalie au niveau du cortex. Et donc, on se demandait pourquoi il avait un hypométabolisme hippocampique. Et on s'est dit, bon, ben, on va aller chercher un peu les structures autour qui sont connectées avec les hippocampes. Et c'est là que j'ai découvert qu'avec la TEP, on pouvait voir des structures que je n'aurais jamais osé imaginer que je pourrais les voir avant, qui s'appellent les corps mammillaires. Donc les corps mammillaires, ce sont des petites structures qui sont en avant du mésencéphale. Il a fallu que j'aille chercher d'autres examens normaux pour me convaincre qu'effectivement, il y avait bien un hypométabolisme des corps mammillaires chez ce patient. Donc, vous voyez que chez un sujet normal, on les voit là, et là en coupe frontale. Et puis, ben, ici, on ne les voyait pas du tout. Ça fait sens, hein, les corps mammillaires et l'hippocampe, ils font partie d'un circuit qu'on appelle le circuit de Papez et qui est très impliqué dans la mémoire. Donc en fait, ce sont des régions qui sont très très connectées entre elles. Et donc du coup, Anne est repartie voir ces corps mammillaires. Donc là, on s'éloigne un peu de l'hypothèse d'une maladie d'Alzheimer, on a une autre idée en tête, et donc on va revoir de façon plus fine les corps mammillaires. Et on voit sur la séquence T1 qu'ils sont atrophiques, qui sont de petite taille. On le voit également sur la séquence T2, des petits corps mammillaires, mais qui ne présentent pas d'anomalie de signal. Et quand on regarde l'imagerie de susceptibilité magnétique, et en particulier la carte de phase, on voit très bien qu'il y a un hyposignal central qui est très marqué, qui est totalement anormal, et qui signe la présence de lésions hémorragiques anciennes. Ça peut également se voir dans des lésions calcifiées, mais là, il n'y a pas de calcification à ce niveau-là, donc c'est très probablement des lésions hémorragiques anciennes. On a donc un trouble mnésique hippocampique qui correspond à un hypométabolisme hippocampique qui est associé à un aspect atrophique et hémorragique
hypométabolique des corps mammillaires, et donc l'hypothèse la plus probable, c'était une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Alors je ne vous avais pas mis tous les antécédents du patient, mais je vous avais donné quelques indices, le syndrome confusionnel, le caractère fluctuant. Et donc effectivement, ce patient, son épisode confusionnel initial, c'était une carence aiguë en vitamine B1, et il a développé secondairement des troubles mnésiques dans le cadre d'une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Voilà, on a appris à reconnaître l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke en PET IRM. Maintenant, je regarde les corps mammillaires systématiquement, mais je ne trouve pas grand-chose pour l'instant. Alors, je continue. Oui, c'est toi. Donc un autre exemple, une patiente de 64 ans qui vient pour exploration d'un syndrome parkinsonien asymétrique qui prédomine à droite. Elle a une dystonie du membre supérieur droit, une instabilité posturale, des modifications du comportement. On est dans le cadre d'un syndrome cortico-basal probable. Et donc on va rechercher des arguments PET IRM en faveur d'un syndrome cortico-basal. Donc on va chercher des anomalies dans la région péricentrale. Et sur l'IRM, sur les séquences morphologiques, il y a peut-être un tout petit élargissement du sillon précentral, mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'il y a un hyposignal T2 étoile ici, du cortex précentral, plus marqué du côté droit, mais on le voit également à gauche et un petit peu dans la région précentrale. Et donc ça peut se voir dans certaines maladies neurodégénératives. On peut avoir des hyposignaux qui correspondent très probablement à l'accumulation de fer en regard des zones anormales. Alors en fait, dans le syndrome cortico-basal, on l'appelle comme ça maintenant plutôt que dégénérescence cortico-basale, parce qu'on s'est rendu compte que avec des séries avec examen post-mortem, il y avait aussi, ça pouvait être aussi des présentations atypiques de maladie d'Alzheimer, de paralysie supranucléaire progressive, de Creutzfeldt-Jakob. Et donc maintenant, les cliniciens sont plus prudents et ils disent syndrome cortico-basal. Et dans le syndrome cortico-basal, en plus, il y a plein de présentations de phénotypes différents. Il y a des présentations cognitives, et ça, en TEP, ça donne des images très parlantes avec des asymétries pratiquement de tout l'hémisphère cortical et sous-cortical, et on n'a pas trop de problèmes de diagnostic. Mais il y a aussi des formes qui sont plus motrices. Et là, c'est le cas de ce qu'on appelle la forme classique. Donc, c'est le cas de ce patient qui a juste une dystonie et un syndrome extrapyramidal. Et ça, c'est des patients, quand on nous les envoie en TEP, c'est plutôt frustrant parce qu'on ne voit pas grand-chose. Et on a l'impression que tout ce qu'on voit éventuellement, c'est lié à éventuellement une petite asymétrie de l'atrophie. Et puis, rien de plus sur nos images. Et en fait, je me suis rendu compte que ce patient, il avait aussi non seulement effectivement une atrophie, mais là ici vous avez le gyrus post-central qui est tout à fait normal, ici le sillon central, puis vous avez ici le sillon précentral qui est hypométabolique. Alors on a découvert ça grâce à une petite série qu'on est en train d'étudier de TEP IRM dans des syndromes cortico-basales, et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs patients qui avaient cet aspect-là. Donc on va creuser peut-être ce nouveau signe sémiologique. Et une autre chose aussi qu'on a remarqué, qui n'est pas systématique mais fréquente, c'est une asymétrie des pédoncules cérébraux, évidemment du côté opposé à l'atteinte clinique, que maintenant je commence à rechercher systématiquement dans les suspicions de dégénérescence cortico-basale. Donc en fait, grâce à l'interaction avec les neuroradiologues et avec le fait d'avoir cette image de fusion, on commence à faire des analyses plus fines et peut-être découvrir des signes plus subtils pour des maladies où jusque-là, des fois, on avait l'impression qu'on ne servait pas à grand-chose pour le diagnostic. Voilà, donc on vous a montré plusieurs intérêts de l'imagerie TEP-IRM, et la question qu'on peut se poser pour finir, c'est quel impact ça a sur la prise en charge diagnostique de nos patients qui viennent pour des explorations de troubles cognitifs. Et la question qu'on s'est posée de façon plus précise, c'est est-ce que l'examen TEP-IRM pouvait faire le diagnostic de la maladie d'Alzheimer sur la base des biomarqueurs du LCR. À l'heure actuelle, les critères diagnostiques de maladie d'Alzheimer s'appuient sur les biomarqueurs physiopathologiques à la ponction lombaire, mais la ponction lombaire, c'est pas tout réalisable. Il y a des patients qui ont des contre-indications, il y a des échecs de ponction lombaire, donc parfois on n'a pas les biomarqueurs. Et si on peut faire ce diagnostic avec la même précision en PET-IRM, ça pourrait être un outil intéressant pour ces patients où les biomarqueurs ne sont pas disponibles. Donc pour répondre à cette question, on a regardé, alors c'était au tout début de la TEP-IRM, on avait 6 mois, on a pris tous les patients qui étaient venus pour des bilans de troubles cognitifs, qui avaient une TEP-IRM exploitable,
pour lesquels on avait des biomarqueurs du LCR pour pouvoir comparer la performance de la lecture du PET-IRM avec les biomarqueurs, et pour lesquels on avait un compte-rendu d'hospitalisation avec déjà une conclusion diagnostique. Et donc on a fait 3 lectures en binôme. Un binôme a lu les images TEP-SOL, donc c'était des nucléaristes, un binôme a lu les images IRM-SOL, des radiologues, et puis un binôme nucléariste-radiologue a relu l'ensemble de l'examen PET-IRM. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que donc on avait une petite population, mais bien phénotypée, avec tous des biomarqueurs. Donc, 35 patients avec des maladies d'Alzheimer et 14 avec d'autres diagnostics. Il n'y avait pas de différence entre ces deux groupes en termes d'âge, de sexe ratio, de durée de la maladie, de sévérité des troubles et de facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, lorsqu'on lisait uniquement les séquences IRM, on avait une sensibilité, une spécificité moyenne. Elles étaient un petit peu meilleures avec la lecture du PET, mais ce qui est intéressant, c'est que le PET-IRM fait mieux que chaque examen pris indépendamment. Et donc, on arrivait à une balanced accuracy autour de 80%, ce qui permet d'avoir de faire le diagnostic avec une bonne précision sur la base des biomarqueurs. Voilà, je vais conclure en fait avec la question, alors finalement, est-ce que c'est un luxe? Oui, certainement, c'est vrai. Il y a Thomas Bayer qui a sorti un petit éditorial récent qui est très amusant. Il fait une comparaison entre le champagne et la TEP-IRM, pourquoi ils sont si similaires. C'est peut-être un luxe, mais n'empêche que c'est un luxe qui améliore le confort du patient, qui, à mon avis, avec une double expertise de lecture, augmente beaucoup la précision des diagnostics. Et puis, c'est un luxe comme le champagne qui est extrêmement addictif, puisque personnellement, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer maintenant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.